Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Les Constants. Aujourd'hui, une vidéo sur le sens de l'existence. Alors, on va essayer d'être dans la philosophie, la spiritualité, mais vous verrez que on n'oubliera pas pour autant d'observer les différents types humains au sein des sociétés actuelles. Donc on va faire quelque chose d'assez vaste. Bon, pour tout observateur, quand on s'intéresse au monde, se dessine progressivement, au fur et à mesure de l'expérience, une réalité qui est que le monde suit un processus évolutionnel. Il y a donc différents règnes à différents niveaux qui suivent tous une progression subtile. Donc on peut partir des plus primitifs pour aller aux plus évolués. Bon, le monde minéral est, on va dire, le socle de base. Ensuite, il y a le règne végétal. Au-dessus du règne végétal, il y a le règne animal. Ensuite, il y a l'humanité. Il y a probablement, effectivement, ensuite, des règnes encore plus évolués, mais nous, on est trop matérialistes pour le moment. Et donc, à part quelques rares exceptions de gens qui ont des pouvoirs, qui ont développé des pouvoirs particuliers, les mondes plus subtils sont difficilement accessibles pour les gens matérialistes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'inspiration vient Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais l'inspiration la plus élevée vient de la connexion entre certains humains et des mondes plus subtils. Voilà. Bon, on s'arrêtera là, puisque nous, on est en général beaucoup trop matérialiste pour avoir accès à ce genre d'interconnexion. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y a effectivement le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, on voit bien la progression là devrait être évidente pour toute personne qui suit le déroulé. Remarquez que de manière très concomitante, le cerveau humain est également composé de strates qui correspondent à des niveaux successifs, particuliers. Le cerveau reptilien, pour le plus primitif, le cerveau limbique, le monde des émotions, et puis le cortex, le mental, l'intellect. Encore une fois de plus, pour certaines personnes, il y a probablement, et c'est sur des états de matière plus subtils, c'est pour ça que les gens matérialistes n'y ont pas accès, il y a probablement un étage supérieur, ce qui expliquerait pourquoi certaines personnes ont des dons de médium, de voyance, mais bon, il faut aussi être prudent là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de charlatanisme, et si les pouvoirs occultes, ésotériques existent chez certaines personnes plus évoluées, c'est quand même assez rare, et il faut le dire, des gens qui prétendent avoir des pouvoirs pour arnaquer les autres, il y en a beaucoup plus, à mon avis, que des gens au pouvoir développé. Alors, quel est le secret de l'existence à quel niveau se situe l'enjeu, le point le plus pertinent, là où ça se joue? Quel est le secret de l'existence chez l'être humain? Le secret de l'existence chez l'être humain se situe au niveau intergénérationnel. En fait, chaque génération nouvelle porte les qualités
normalement, hein, de la génération qu'il a engendrée, mais charge à la génération qui arrive de s'émanciper de l'ancienne génération et de s'améliorer, c'est-à-dire de faire mieux. Et je ne parle pas de complaisance matérialiste et de l'obstination, si vous voulez, l'acharnement dans le fait de se mettre au service d'un système matérialiste, qui est en contradiction de l'évolution bien souvent. Je parle d'une volonté d'émancipation morale, spirituelle. Remarquez que toutes les personnes qui sont bloquées dans les déviances intrafamiliales, l'inceste et d'autres problèmes, sont en contravention, alors de leur fait ou involontairement, il y a des victimes, il y a des gens qui ont des vices, et là, il n'est pas question de juger. Mais tous les gens qui sont dans les vices intrafamiliaux s'inscrivent, si vous voulez, en contravention de ce principe d'émancipation intergénérationnelle. Moi, j'ajouterais par la droiture et la maturité. Alors, ils sont en contravention de leur propre gré ou malgré eux, puisque effectivement, quand on a vécu un traumatisme intrafamilial et qu'on est bloqué dans ce processus, et bien parfois, même si on veut faire des efforts, le psychisme est fait de telle sorte que c'est très compliqué, si vous voulez. Mais pour des gens qui se complaisent dans des rites qui maintiennent les nouvelles générations soumises aux anciennes, et les gens qui, en dehors de ces rites, mais de manière similaire, se complaisent, si vous voulez, dans le matérialisme afférent à cette soumission intergénérationnelle, on voit apparaître quelque chose de problématique. C'est que si tout dans l'univers, tout ce qui a été créé par Dieu, on va dire, s'inscrit dans le processus évolutionnel, alors il est évident qu'il y a des étapes, un laps de temps déterminé pour atteindre ces étapes, et des ressources naturelles afférentes au travail qui devrait amener les gens à s'améliorer spirituellement, moralement. Et je parle du plan humain, mais ça concerne tous les plans. La chose est que jusqu'au plan humain, inconsciemment, tout ce qui est végétal, animal, n'est pas coupé du cosmos et donc interagit avec la puissance divine émancipatrice. Seul l'homme, à partir du moment où il s'est bloqué dans le mental et l'intellect et la complaisance matérialiste, s'est coupé et s'est mis en contravention des lois cosmiques. Le néolibéralisme, le libéralisme, le capitalisme ont consisté, pour l'ensemble, à se mettre en contravention avec ce principe évolutionnel. Et c'est là que je reviens avec le début de ma démonstration, c'est qu'effectivement, les gens qui se complaisent dans les vices, la possessivité narcissique et la non-émancipation intergénérationnelle consomment des ressources naturelles et donc déséquilibrent un système qui était totalement planifié pour permettre aux gens, après une certaine étape, d'aller vers l'étape suivante. Et les profonds déséquilibres de notre époque actuelle s'inscrivent totalement dans le mécanisme que je viens de vous détailler. C'est-à-dire que bien trop souvent, les gens aujourd'hui ne font pas l'effort d'émancipation intergénérationnelle par la droiture et la maturité, mais se complaisent dans les vices afférents à la soumission intergénérationnelle, et donc consomment des ressources naturelles qui devraient être afférentes au processus évolutionnel, et donc créent un profond déséquilibre. Plus préoccupant, les gens qui prétendent aller vers le progrès et l'humain augmenté par le transhumanisme et l'humain artificiel sont pour 90% à 99% bloqués dans le type d'humain que je viens d'exposer. Ce qui devrait, pour toute personne sensée,
résonner comme un voyant d'alarme. Donc vous voyez que si on observe le monde et qu'on prend le temps du silence, du calme, on voit se dessiner tous ces aspects-là. Alors après, il faut prendre des exemples pour être plus précis et pour peaufiner un peu ce portrait qui se dessine, qui se met en place. Je me suis intéressé à la jeunesse française, donc pas ma génération, mais la génération actuelle. J'ai observé plusieurs profils. Bon, il y en a un que j'ai retenu parce que ça explique bien le problème. J'ai pris Cyprien, qui a plusieurs milliards de vues sur YouTube. Alors s'il ne change pas sa vidéo de présentation, j'ai trouvé que la vidéo de présentation de Cyprien était un point de base pour développer un problème de fond. Bon, cette vidéo de présentation, il est avec sa sœur qui va accoucher et il a plein d'applications sur son téléphone portable. Et en fait, il ne peut pas prendre de photos parce qu'il n'y a plus de place. Donc, tout son processus dans cette vidéo de présentation, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va enlever comme application pour faire de la place et prendre la photo. Et en réalité, quand on est un peu subtil, on se rend compte que la déportation organisationnelle de l'intellect de Cyprien par les applications, dans cette vidéo, c'est le processus de dislocation du mental humain vers la machine. Et c'est tout naturellement que les gens qui détiennent les pôles technologiques progressivement induisent les gens, prendre Elon Musk, avec ses tests sur les cochons et ses puces dans le cerveau des cochons, à aller progressivement s'artificialiser, se faire pucer et aller vers le transhumanisme et ce qu'ils appellent l'humain augmenté, qui n'est qu'en fait un humain diminué dans les égarements matérialistes et l'échec matérialiste des mondialistes. Et on peut aller plus loin, parce qu'il faut aller plus loin. Toutes ces applications, on peut les identifier avec les gens qui les tiennent, et quand on travaille à la création de ces applications qui est derrière, ou toutes ces technologies, leur historique, on comprend un peu plus le manège qu'il y a derrière. Par exemple, vous prenez Facebook, il apparaît de manière récurrente dans cette vidéo de présentation de Cyprien. Facebook, au départ, est protestante. C'est deux frères WASP qui la mettent au point. Ils demandent de l'aide à Zuckerberg, juif, qui finalement leur pique l'idée et fait du commerce avec ça. Mais la vérité, c'est que derrière tout ça, il y a l'abrégation protestante et juive. Et Cyprien est de culture française. Probablement pas protestant, mais peut-être pas catholique directement, mais d'une culture française catholique. On voit bien qu'il y a interpénétration par un point commun, les technologies, entre culture catholique, culture protestante et juive, si vous voulez. Il y a interpénétration et il y a connexion. Or, ce sont des cultures, on va dire, mimétiquement proches, mais avec des subtilités. Ces subtilités, je les ai déjà détaillées dans les vidéos, donc je ne vais pas redétailler, mais on va dire que les catholiques sont un peu moins superficiels que les protestants, qui sont un peu moins superficiels que les juifs, dans le rapport matérialiste émancipateur. Tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui étaient bloqués dans le confinement afférent à la soumission au secret de famille étaient en bout de tableau au niveau émancipatif. Le problème pour la communauté juive, c'est les circoncisions qui consistent en une prédation intergénérationnelle accrue dès que le gamin naît pratiquement. Parce qu'il ne laisse pratiquement aucune chance de s'émanciper. Parce que
le fait de s'en prendre à l'intégrité physique induit, si vous voulez, un blocage psychique. Parce que le physique et le psychisme humain sont intimement liés. C'est pour ça que les transhumanistes qui disent qu'on peut très bien remplacer les cellules humaines par des cellules artificielles qui font le même travail sont totalement à la ramasse. Car l'étude de la dimension totale de la cellule montre que la cellule humaine est ce qu'il y a de plus efficient pour permettre à l'humanité de s'exprimer. Je m'explique. Certains transhumains font une erreur notable en prétendant que ce qui caractérise l'être humain, c'est son corps physique. Car effectivement, on ne peut pas confondre les choses. À partir du moment où on a un corps physique humain, on dit tiens, c'est un être humain. Et c'est faux en fait. Parce qu'un cadavre n'est pas un être humain. Et je ne prends pas cet exemple au hasard. Un cadavre est une coquille vide que l'humain a quittée. Parce qu'effectivement, dans le corps physique, il y a quelque chose de plus subtil et qui est de plus important et qui est l'âme humaine. Et c'est trop subtil pour être touché par les matérialistes, si vous voulez. Un cadavre n'est pas un être humain. Il n'est plus animé par l'humanité. Il retourne à ce que c'est une coquille que la nature met à disposition pour que l'humanité puisse s'exprimer le temps de la vie, si vous voulez. Mais une fois que l'âme part, le corps humain se décompose. Donc les gens qui prétendent que ce qui permet de caractériser l'humanité, c'est le corps humain, ça n'est pas vrai. C'est plus subtil que ça. Et je dis donc, le problème du judaïsme, même si ça produit des gens extrêmement intelligents, c'est les circoncisions qui bloquent dans une soumission intergénérationnelle accrue. Le protestantisme, je l'ai expliqué, est plus superficiel que le catholicisme. Ça revient, si vous voulez, aux racines paganiques nordiques, dont, quand on étudie la mythologie nordique, on comprend qu'il y a une différence avec ce qui va donner le catholicisme, qui a plus attrait à la philosophie grecque et à la mythologie grecque. Il y avait une différence, donc, effectivement, entre ce qu'exprimaient les Grecs dans leur rapport émancipatif au travers des dieux de l'Olympe et ce que les Nordiques exprimaient de leur processus émancipatif par Odin. Rappelez-vous qu'Odin n'a qu'un œil et que dans la culture nordique, la bellicosité du culte technologique militaire consiste en une complaisance de soumission intergénérationnelle accrue. Tandis que Zeus s'émancipe de son père dans un processus que j'ai déjà expliqué. Donc ça va créer, si vous voulez, puisque la mythologie grecque va être intégrée par la mythologie romaine, qui va aboutir au christianisme et donc au catholicisme. C'est bien que dans le processus d'étude du christianisme, même si au départ c'est Luther et les Allemands qui vont créer effectivement le protestantisme, c'est ce qui va le plus prendre dans les cultures dites nordiques au départ. Au départ, les Nordiques sont des païens qui ont été convertis de force, souvent par d'autres Nordiques qui sont convertis au christianisme, alors que les Romains, même s'il y a une imposition militaire de leur prérogative, si vous voulez, laissaient libre culte des gens qui le soumettaient militairement ou avec qui ils faisaient des accords, si vous voulez, commerciaux. Donc, quand je dis que Cyprien, par les technologies, se retrouve dans une imbrication judéo-protestante, ça veut dire qu'il se superficialise dans le culte de la science de culture plus superficielle. Et donc, tous ont un point de jonction. Et vous allez voir pourquoi je parlais de Facebook. Parce que Facebook est passé donc d'un logiciel d'espionnage utilisé par la CIA qui a été dévié par le Mossad. Alors les gens vont dire, oui, mais ça encore faudrait-il le prouver. Partons du principe que c'est vrai. Je vous laisserai le loisir de faire la recherche que vous voulez, mais il est évident que Zuckerberg, qui est juif, l'exploitation des données de Facebook aboutit en Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quant à prouver que Facebook était utilisé par la CIA, vous n'avez qu'à regarder l'historique de l'utilisation de Facebook et du rapport, si vous voulez, de Facebook avec les services américains. Il y a des gens qui sont plus poussés que moi sur le sujet, mais voilà. C'est pas si... Et ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que si Cyprien représente une masse de jeunes très importante en France, ça veut dire qu'il y a une complaisance dans le culte technologique possessif qui induit, si vous voulez, parce qu'on n'est pas sur Terre pour glander,
qui induit une exploitation mimétique des profils étudiés par une entité juive qui, elle, est totalement, avec les circoncisions, organisée dans l'acceptation d'une soumission matérialiste au secret de famille, si vous voulez. Sauf que certains, en état de chute, puisque le christianisme s'effondre, ne sont pas aussi bas au niveau matérialiste, si vous voulez. Et donc, l'interpénétration de ces cultures induit, si vous voulez, par l'espionnage, le mimétisme, la volonté de cibler comment faire progressivement descendre, rabaisser les gens pour un point de jonction collective, si vous voulez. Ce n'est pas pour rien que finalement Facebook atterrit en Israël. C'est la manifestation d'une hypocrisie collective de complaisance narcissique exploitée par le bout de tableau matérialiste de l'humanité. Donc, la désorganisation ou la réorganisation de la pensée de Cyprien par les applications induit progressivement cette juivisation possessive pro-technologique l'aspiration des gens dans une matrice artificielle, et donc le puçage. Les gens vont dire oui, c'est tiré par les cheveux, on comprend pas. Alors je vais vous prendre, parce qu'on pourrait me rétorquer, oui, enfin ça c'est ton point de vue, et on peut aller plus loin. L'affaire Epstein est totalement parallèle à ce genre de choses. L'affaire Epstein, pour prendre le monde censé être adulte, c'est l'exploitation de l'hypocrisie de l'entrepreneuriat hystérique matérialiste des adultes qui confine à une pornographie déviante et puérile pédophile. C'est l'exploitation de ça par le Mossad. C'est-à-dire tous les politiciens qui ont été manipulés sur leurs problèmes de déviance sexuelle, de leur complaisance entrepreneuriale dévirilisée, si vous voulez, parce que c'est lié, exploités par les services israéliens. C'est totalement parallèle, c'est un phénomène collectif. Parce que quand on travaille sur l'affaire Epstein, on tombe sur Ghislaine Maxwell. Or, le père Maxwell était un Britannique qui travaillait pour le Mossad et qui a totalement, si vous voulez, fait dévier les informations des services britanniques au profit d'Israël. Mais ça va plus loin, puisque la fille, la sœur de Ghislaine, je ne sais pas si c'est la sœur ou la cousine, la fille, c'est sa sœur. Ghislaine Maxwell a une sœur. Et en fait, elle a travaillé, cette sœur-là, dans le monde entrepreneurial et les logiciels de gestion entrepreneuriale, à permettre à Israël de placer, si vous voulez, un logiciel espion des entreprises protestantes pour la plupart, mais pas seulement. Les entreprises liées à ce que proposait une compagnie à laquelle elle était liée qui avait comme service, si vous voulez, une gestion informatique des entreprises qui faisaient appel à leurs soins, si vous voulez. Donc, c'est pas qu'un problème de pédophilie pour certains, c'est aussi la déviation et l'espionnage du monde entrepreneurial collectif de cette mouvance par Israël. Ça veut dire que le fait qu'Israël s'accapare ces données est la manifestation d'une complaisance collective dans un entrepreneuriat bien souvent stérile et matérialiste, dont le bout de tableau est en Israël, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a un problème de non-émancipation et d'une mouvance qu'en plus qui propose le Big Reset, qui est en fait à l'inverse de l'émancipation intergénérationnelle par la droiture, mais qui va plutôt dans une régression juivisée et qui serait soudée dans le monde artificiel, si vous voulez, pour que, éternellement, les gens se complaisent dans cet aspect-là au lieu d'aller vers l'émancipation spirituelle. C'est pour ça que l'humain artificiel qu'il propose avec le transhumanisme n'est qu'une prison qui empêcherait l'humain d'aller vers l'émancipation spirituelle et qui le cloîtrerait, si vous voulez, probablement, pour les plus forcenés, à une perpétuation éternelle du judaïsme sans remise en cause des circoncisions. Par le fait que toute une mouvance régressive travaillerait à ce service matérialiste, si vous voulez. C'est compliqué ? Bon. Alors, après, il y a les malins.
on peut avoir des youtubeurs ou des entrepreneurs qui, parce qu'ils produisent, je ne dis pas que c'est le cas de Cyprien, en fait, incitent les gens à se complaire là-dedans pour pouvoir, si vous voulez, se défausser et échapper à cette fatalité-là. Il y a des malins comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas de Cyprien, mais il y a beaucoup de gens qui font commerce en faisant la promotion de ces systèmes matérialistes pour échapper à la fatalité et au piège que ça induit. Mais là, on est dans la mouvance matérialiste et des gens totalement agglutinés, un peu comme des insectes dans de la sève ou du miel, si vous voulez. Hein. Cette complaisance dans les technologies. C'est un peu comme Pinocchio, avec l'île où ils s'amusent et ils sont transformés finalement en ânes. Eh bien, cette complaisance dans la société de loisirs, du culte technologique induit une transformation en l'homme artificiel. Et c'est exactement le processus qu'on peut voir dans Pinocchio avec l'île aux enfants là, qui se transforme en âne, avec un tortionnaire qui sait très bien exploiter cela, si vous voulez. C'est pour ça que quand on prend les principes de l'existence et de l'émancipation intergénérationnelle, les gens qui sont mimétiquement déviés par le judaïsme sont totalement en contravention, si vous voulez, de ce qui leur est imparti dans leur vie pour aller vers l'émancipation. Leur complaisance dans le culte des technologies déviées par l'espionnage israélien est la manifestation du fait qu'ils ne prennent pas leur vie au sérieux et qu'ils ne sont que des touristes jouisseurs de manière très, comment dire, très plat, hein, jouit de manière momentanée, de manière matérialiste et régressive. Et donc le judaïsme les dissolve quelque part si on fait le travail en bout de tableau. D'abord les protestants, puisque Odin qui n'a qu'un œil, c'est vraiment lui qui porte l'homme artificiel, et effectivement en bout de tableau, la religion serait juive pour chapeauter le tout. Car en fait on se rend compte que le protestantisme est une tentative d'assimilation du christianisme par le paganisme nordique, et que, ayant le fond paganique étant plus prégnant chez les Nordiques, il y a une accommodance avec la complaisance juivisée, si vous voulez, plutôt qu'émancipation chrétienne bien comprise. Voilà. Donc, vous avez compris que mon point de vue, c'est que le problème des Français, c'est qu'au lieu d'aller dans la bonne direction et d'être le point de pivot qui va dans la bonne direction, la caractéristique majeure qu'on peut reprocher aux Français, c'est d'être le point pivot qui va dans la mauvaise direction et qui se complaît avec le produit dérivé anglais d'abord, le produit dérivé américain d'Angleterre, pour aller plus loin, si vous voulez, et la judaisation. C'est-à-dire le contraire, si vous voulez, de ce que le Christ avait essayé d'insuffler quand... Et oui, le christianisme, c'est une tentative d'extraction du matérialisme juif. Ça, les gens disent, ah oui, Jésus était juif. Mais son parcours prouve qu'il s'extrayait du judaïsme et qu'il essayait d'extraire les gens de la complaisance voyoucrate des marchands du temple. Aujourd'hui, pour se complaire dans le culte des technologies, les gens sont obligés de faire des guerres coloniales, devenues néocoloniales, pour piquer les ressources naturelles. Et en même temps, ils régressent, puisqu'ils ne font pas l'effort d'émancipation et qu'ils se complaisent dans la technologie. Donc ils sont punis par les vagues de migrants que ces guerres provoquent, et avec qui ils sont appelés à se mélanger pour dissoudre leur identité, et ils sont punis par effectivement l'artificialisation. Hein, le piège de la société de loisirs, Walt Disney et Pinocchio. Si vous voulez, les gens aujourd'hui, en Occident, financent des terroristes en prétendant lutter contre le terrorisme. Ils financent des terroristes pour se cacher du fait que c'est une justification d'intervenir dans les pays qui ont des ressources naturelles. Et le problème, c'est qu'ils ne luttent pas contre les terroristes, ils luttent contre les gens qui luttent contre les terroristes en prétendant lutter contre le terrorisme. Sur leurs ambiguïtés, il est vrai, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris. Les gens se concentrent sur les technologies, la béquille de substitution, au lieu de faire les efforts d'émancipation. Ils le font de manière déséquilibrée. Donc, ils sont obligés de se déporter dans d'autres pays pour piquer les ressources naturelles. Donc, ils font des guerres en opposition mimétique avec d'autres pays qui ont la même stratégie coloniale. Alors, il y a des différences, puisque quand on parle des Russes, on parle d'une économie orthodoxe zombifiée à cheval entre le communisme résiduel et le néolibéralisme.
Et eux, ils n'en sont pas à financer les terroristes pour s'implanter. Donc ils luttent contre ceux qui financent les terroristes. Et c'est l'opposition entre l'Occident et la Russie, par exemple. Remarquez que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont tous cachés derrière la Shoah pour ne pas avoir à remettre en cause cette fuite en avant volontaire vers la conquête des technologies. Et c'est pour ça qu'ils sont tous détournés par les voyoucraties juives mimétiques. Il y a des juifs qui ne correspondent pas à cette voyoucratie, mais ils n'apparaissent pas parce que la caractéristique majeure des cultures non juives est une voyoucratie collective de captation des ressources naturelles pour la technologie. Donc il y a un mimétisme juif qui correspond. Il y a des juifs honnêtes, mais il n'y a pas assez de goyonnettes pour que ça apparaisse, si vous voulez, dans les médias, par exemple. Et remarquez que ce que je dis permet de déterminer les oppositions de la société française. Vous avez le national-sionisme, qui est issu non pas du nationalisme ou du fascisme ou du nazisme, mais qui sont des gens issus de la résistance qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont retrouvés dans le rôle de ce qu'on a désigné. C'est le syndrome de Churchill. Hein. Les antifascistes de son époque deviendront les fascistes de demain. Aujourd'hui, les Le Pen, Alain Soral, à titre de gauche, sont devenus les fascistes de leurs époques. Mais ils appartiennent à la mouvance de la résistance au départ. Donc on n'est pas dans le nazisme ou le fascisme dans l'absolu. Mais ils sont en proie à une sous-jacence qui a bien vu que, si vous voulez, la résistance était du côté de la régression judéo-protestante, puisqu'il était du côté des Anglais qui travaillaient avec les Américains à détruire l'Europe pour que le colonialisme anglais se prolonge par le colonialisme américain, si vous voulez, sans faire d'inversion. Donc évidemment, Israël n'a fait que croître sur cette imposture, et donc les résistants qui ont fait les poches aux nazis et aux fascistes se sont retrouvés à se faire les poches par une subversion qui a très bien identifié inconsciemment l'imposture. C'est pour ça que De Gaulle se fait dépasser par mai 68. Parce que c'est ce qu'il a fait à Pétain, qui était une passoire. Hein. Bon. Alors, pourquoi je parle du national-sionisme? Parce que le nationalisme, tel qu'on le voit aujourd'hui en France, est lié au colonialisme. Et donc lié au culte technologique, puisque le colonialisme, c'est la captation des ressources naturelles pour le culte des technologies. Bon, avant, par exemple, Léopold, je ne sais plus lequel, hein, en Belgique, était au Congo pour le caoutchouc, en compétition avec d'autres monarques. Ça, c'est le colonialisme pour la compétition industrielle. Hein, on est d'accord. Mais aujourd'hui, le culte des technologies induit la prolongation de cette mentalité-là. Mais comme on ne peut plus le justifier moralement, c'est très maquillé, adouci. Ça donne l'écologie antiraciste, anticoloniale, mais qui, à l'époque de Kadhafi, on le voit avec Eva Joly, a participé à l'assassinat de Kadhafi de manière indirecte. Parce que l'écologie est liée au culte des technologies. Donc elle ne peut pas être découplée, si vous voulez, de la guerre au terrorisme et de la guerre néocoloniale. Donc vous avez des nostalgiques du colonialisme d'avant qui sont un peu moins hystériques et démesurés dans leur déportation. On va dire le national-sionisme de Marine Le Pen est plus avisé dans leur rapport colonialiste que les gauchos sionistes, on va dire, qui leur sont opposés. Mais la porosité entre les uns et les autres fait que, on le voit aussi dans un niveau protestant entre Trump et Biden, la porosité fait que le gaucho-mondialisme, comme les autres sont des passoires, arrive à passer, si vous voulez. Même si c'est en trichant. Le problème, c'est que, visiblement, le national-sionisme n'a pas les outils ou la lucidité pour faire valoir l'imposture et les tricheries. Ils n'arrivent pas, si vous voulez, à inverser la tendance. Et c'est parce qu'ils sont sionistes, si vous voulez. Regardez comment la communauté juive a une faculté d'identifier l'hypocrisie matérialiste des gens et à détourner les mouvances. Vous avez un cas spécial en France avec un type de gauche, qui est Alain Soral, qui n'est absolument pas un fasciste ou un nazi, contrairement à ce qu'on pense, qui a proposé, alors Soral avait proposé d'éviter une fracturation de la France parce qu'il avait identifié que la franc-maçonnerie, le judaïsme mimétique voyoucrate allait utiliser les vagues de migrants de mai 68
contre le nationalisme pour accélérer la dislocation de la France. Donc il avait proposé le fait de la main tendue. Mais le national-sionisme n'a pas choisi Alain Soral, qui, d'un point de vue communiste, les communistes sont, vous l'avez vu avec Poutine qui ne finance pas les terroristes, et plus lucides et un peu plus mesurés dans la déportation colonialiste. Donc effectivement, Soral a un rapport au sionisme qui est plus avisé que les autres, y compris que le national-sionisme. Donc il proposait quelque chose de correct, c'était la main tendue, si vous voulez. Mais le nationalisme de type Marine Le Pen a dévié vers Zemmour, qui est un juif mimétique issu des colonies, qui lui prône effectivement ce clash des civilisations. Vous voyez, ça c'est l'hypocrisie du national-sionisme, avec le gaucho-mondialisme, enfin le gaucho-sionisme qui lui est opposé. On voit bien l'opposition entre Marine Le Pen et Mélenchon, où Marine Le Pen est, à mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus, effectivement, dans le rapport émancipatif au-dessus de Mélenchon. Il n'y a pas de doute. Tout le monde a des qualités, effectivement, mais il y a des ordres, si vous voulez, et quand on observe, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Bon, on voit bien que le nationalisme en France n'a plus de virilité, il n'a plus que Marine Le Pen pour essayer de tenir un peu la baraque, et comme toute femme, elle est opposée à des gamins qui se foutent de sa poire un peu quelque part. C'est un peu la maman débordée, on va dire. Il n'y a plus le papa, on va dire, en France. Et quand il n'y a plus de père pour remettre de l'ordre, les gamins font n'importe quoi. C'est un peu ce qui se passe entre le national-sionisme et le gaucho-mondialisme, si vous voulez, le gaucho-sionisme. J'ai vu Marine Le Pen, qui avait vraiment été marquée par sa défaite contre Macron et qui a fait beaucoup d'efforts, si vous voulez, pour être à la hauteur. Je l'ai vu dans un débat où on lui a balancé un youtubeur qui lui reprochait des trucs totalement... et si vous voulez, c'était vraiment tricoté dans de la semoule pour rien du tout, quoi. C'était sur le projet franco-allemand. C'est-à-dire, on a opposé un youtubeur qui n'avait aucune expérience politique sur des textes sur lesquels il s'est focalisé de manière plate. On a opposé ça à une politicienne de carrière quand même qui sait lire entre les lignes. Et comme elle a à cœur de réussir, elle s'est prêtée au jeu. Mais dans la réalité, elle a perdu du temps avec des gens qui se sont organisés contre elle, avec un peu de mépris en lui opposant un jeune, si vous voulez. C'est pas que les jeunes ne doivent pas être pris en compte, mais ils n'ont pas l'expérience suffisante pour pouvoir prendre un débat, part à un débat. Et ça, c'est quand il y a une absence de père, c'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Alors l'absence de père, elle est très facile à identifier. C'est que les judéo-protestants ont assassiné tous les gens qui faisaient figure virile après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher qu'il y ait une reprise. Les tentatives d'assassinat de De Gaulle, elles ne viennent pas de nulle part, d'Enrico Mattei. C'est des gens issus de la résistance qui ont travaillé à assassiner les gens plus virils d'avant, si vous voulez. Mais ils n'allaient pas, après la Seconde Guerre mondiale, être autorisés à mettre en place leur propre modèle, alors que les judéo-protestants s'étaient donné tant de mal pour soumettre l'Europe. Vous comprenez l'imbrication. Et donc là, j'ai fait parce que, il faut être clair, Israël est la manifestation de l'implantation des pays riches dans les pays pauvres pour des raisons de complaisance du culte technologique. Israël, ça n'est que ça. Donc tant que les gens sont soumis au sionisme, ils se démasquent dans la complaisance pour le culte des technologies au détriment de l'émancipation intergénérationnelle. Puisque le judaïsme étant une complaisance par les circoncisions dans un matérialisme de soumission, ceux qui sont soumis ou qui suivent le judaïsme par le bout du nez se démasquent pour ce qu'ils sont. Alors après, le nationalisme dans l'absolu est-il vertueux? Non, évidemment, chez les vrais nationalistes, il y a aussi des grosses ambiguïtés. Prendre le cas de Ploncart-d'Assac, bon, alors c'est intéressant parce que alors lui aussi, il est lié au colonialisme de par sa mère, mais en tout cas, il ne s'est jamais caché d'être issu de gens proches de la ligne de Pétain, s'il vous plaît, du nazisme et du fascisme. Et remarquez que quand on compare à un Soral qui fait frotti-frotta comme un marxiste avec le trotskisme, et qui, en fait, le parcours d'Alain Soral, c'est une bravade par rapport à une aspiration trotskiste, finalement, mais ils n'arrivent jamais à se séparer, finalement, on a l'impression que... on voit que Ploncart-d'Assac est beaucoup moins incommodant avec les juifs que les Soral, finalement, quand on écoute Ploncart-d'Assac, parce que effectivement, les nazis et les fascistes étaient beaucoup moins, comment dire,
permissif. Hein, alors que le marxisme a une histoire, Marx déjà est juif, la révolution communiste, elle s'est faite avec, dans l'appareil d'État, était composé au départ à 80%, voire plus de juifs quand même. Alors ce qui est intéressant avec Alain Soral, c'est qu'il est Bayard, il est Jeanne d'Arc, il est Robespierre, donc tous les mouvements révolutionnaires. En fait, c'est intéressant parce que on n'est pas dans le christianisme avec ces mouvements. On est dans des mouvements de non-émancipation par la violence. C'est-à-dire des faux mouvements d'émancipation. C'est-à-dire que votre rapport de colère par rapport au père se retranscrit par la médiation de votre colère par rapport au pouvoir, si vous voulez. Et donc, au lieu de s'émanciper par la droiture, on a des gens qui s'inscrivent dans des révolutions meurtrières. C'est le cas de tout ce que j'ai cité pour les révolutions. On prend Robespierre, la révolution communiste, le bolchevisme. Bon, tout ça, c'est très violent, si vous voulez. Et ça induit une sous-jacence qui veut le marxisme et le trotskisme. Et ce qui est intéressant avec... alors je vais faire la comparaison pour Cardassac avec Soral, c'est que Soral, c'est Bayard, c'est Jeanne d'Arc, mais rappelez-vous que l'URSS est tombé par les mouvements de mode qui ont infiltré la jeunesse. J'ai fait une vidéo là-dessus. Soral, c'est Bayard, c'est Jeanne d'Arc, mais curieusement, il regrette de ne pas avoir... Il aurait aimé être Mick Jagger. Alors Mick Jagger, c'est vraiment les sales gosses à l'anglaise gesticulant obscènes, faussement rebelles, qui finissent anoblis par la reine d'Angleterre. Et c'est là qu'on comprend, effectivement, le communisme a été financé par l'Angleterre pour détruire l'orthodoxie, et que Soral est très intéressant parce qu'il est vraiment le type de gauche française par excellence. Donc tous les mouvements révolutionnaires en amont, prédatés par les sous-mouvements après qui viennent, comme De Gaulle avec mai 68, c'est un nordique, ça se voit dans son rapport combatif, qui illustre la tentative d'assimilation de la chrétienté avec tout le conflit interne de ces racines nordiques qui le renvoient à un fond paganique, si vous voulez. Parce que si le type est Bayard, Jeanne d'Arc et Mick Jagger, ça veut dire qu'il lutte à l'intérieur contre différents mouvements. Alors, bien sûr, moi j'ai dit que Bayard et Jeanne d'Arc ne sont pas les héros de la chrétienté qu'on nous a présentés. Je rappelle que Jeanne d'Arc a quand même décapité un de ses otages et qu'elle a fini brûlée par le feu des Anglais. On ne peut pas finir comme ça si on n'a pas un problème d'ambiguïté, si vous voulez. Et que les héros français sont toujours des faux héros temporaires qui ne font que cacher la chute, si vous voulez. Et effectivement, Bayard, Jeanne d'Arc et Mick Jagger. Alors là, on voit tout le conflit, si vous voulez, du français de gauche. Influence marxiste en proie avec le judaïsme et le marxisme et le trotskisme qui essaie de lui faire la peau, qu'il arrive à... Et on se rend compte qu'il utilise, alors je ne sais pas, Soral, c'est pas que ça, hein, parce qu'il a aussi le côté élitiste par certains aspects, il utilise des idées fascistes et nazies qu'il essaye d'intégrer à son idéologie de gauche pour sauver les meubles, un peu comme Staline, à un moment donné, pour sauver le système communiste, a fait une épuration par rapport aux juifs qui étaient dans l'appareil d'État bolchevique. Staline, c'est simple, hein, il a pris l'argent des Anglais avant de les virer, et après, il a viré les juifs, parce que, en fait, Staline, son problème, c'est qu'il a travaillé pour l'Angleterre sans le comprendre au départ. Il a détruit l'orthodoxie, et il a fait des réformes industrielles et agricoles qui étaient censées, du point de vue des financiers anglais, faire juxtaposer les Slaves, dans leur culture, à une industrialisation occidentale. Or, à un moment donné, comme les orthodoxes, même zombifiés, sont plus virils que la contrepartie occidentale, ils ont viré le côté anglais, alors pas tout, hein, puisqu'ils ont toujours été financés, même pendant la Seconde Guerre mondiale, par des fonds occidentaux, et les juifs, si vous voulez. Donc, le communisme était un golem incontrôlable, devenu incontrôlable à un moment donné. Pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont toujours été là, les juifs mimétiques sionistes, hein, qui bloquaient. C'est pour ça qu'il y a la guerre froide. C'est qu'on passe de l'Angleterre colonialiste avec son produit dérivé, ses cousins américains, au profit d'Israël, au détriment de l'Europe, et qu'il y a effectivement le golem communiste, et après il y a la guerre froide, parce qu'il faut en finir avec ce golem qui bloque. Et effectivement, quand le CLUR s'est effondré, j'ai vraiment montré les mouvements de mode par la musique, et il n'y a pas que ça évidemment qui s'est passé, mais on voit bien, quand Soral parle de Mick Jagger, on comprend pourquoi le marxisme dans la culture russe n'a pas fonctionné, pourquoi la retranscription française suit les mêmes ambiguïtés, si vous voulez.
J'ai vraiment fait un travail sur les mouvements de mode, mais on voit bien que l'URSS tombe dans les années 90 et qu'il y a un pillage des néolibéraux. Et Poutine, qui est à cheval entre communisme et néolibéralisme, a un peu temporisé, si vous voulez. Donc vous voyez, en fait, si vous lisez entre les lignes, le transhumanisme, le mondialisme, le big reset, c'est la volonté de rabaisser les gens à un matérialisme de fond et de se complaire là-dedans sans faire le travail d'émancipation. C'est pour ça qu'ils sont dans l'homme artificiel qui est une prison et une sous-version. En fait, il faut le comprendre, hein. L'échec émancipatif retranscrit aux mathématiques des gauchistes, des mondialistes, se retranscrit par l'homme artificiel dans lequel ils vont essayer d'enfermer les autres pour s'échapper eux-mêmes de la fatalité qui est due à leur échec, si vous voulez. Et le problème, c'est que, alors, je dis Soral a des qualités, hein, je veux dire, beaucoup de gens vont dire ah oui, Soral, c'est vrai, mais il faut comprendre que 90% des gens qui m'écoutent n'ont pas le niveau émancipatif de Soral. Donc moi, je ne condamne pas la Soral, il est intéressant pour des tas de raisons et pour des tas de gens qui veulent faire des efforts. Le problème, je dis, c'est attention, la lutte d'Alain Soral est peut-être condamnée à être linéaire et à jamais s'extraire, si vous voulez, de ce qu'on voit. Pour cet aspect-là, il faut, et je vois que Soral fait des efforts puisqu'il est dit oui, moi je passe de Marx à, je sais plus, un Maurras ou non, Guénon ou je sais pas quoi, vers, comment il s'appelle, un Italien, là. Et voilà. Et parce que c'est intéressant. Donc il y a une marge de progression. Vous voyez qu'on n'est pas, il n'y a pas de fatalité. On peut très bien faire un effort d'émancipation. Enfin, je dirais que si Soral voulait s'en sortir, et vous voyez que je suis pas, moi j'ai pas de sympathie plus pour les uns pour les autres, mais pas, je suis pas moi issu de la mouvance de la résistance. Voilà. Donc je suis pas rancunier par rapport à peut-être certaines choses du passé que les résistants ont fait, mais bon après c'est autre chose. Je dirais que si il combat, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, il combat l'Empire, mais il se contredit en faisant un peu l'apologie d'Aldous Huxley. Aldous Huxley, il a fait des inventions qui ont des inventions notables. Il était très fort au niveau mathématique, technique, technologique, mais il s'inscrit totalement dans la consolidation du système mondialiste et de l'humain artificiel, si vous voulez. Pareil, il dit qu'il trouve Elon Musk intéressant. Mais Elon Musk, il travaille à l'humain artificiel, si vous voulez. On ne peut pas, à un moment donné, combattre l'Empire et être poreux avec les gens qui sont D'ailleurs, Aldous Huxley, en plus, c'est particulier. Le type, il a fini à poil dans sa chambre à trier ses urines dans des bouteilles de lait en verre. Je veux dire, non, Aldous Huxley, vraiment intelligent, mais c'est une intelligence au service du mauvais côté, si vous voulez. Hein. Mais ce qui est intéressant dans ce rôle, c'est que il s'intéresse à la société traditionnelle d'avant, dit de droit divin, on va dire pour simplifier, à la société progressiste. Et j'ai pas lu son livre, mais on peut dire, on peut faire la retranscription. En fait, c'est ni les uns, il faut surtout être ni du côté des uns ni du côté des autres, parce qu'en fait, on se rend compte que la société traditionnelle qui s'est dit de droit divin pour établir son pouvoir n'était absolument pas plus de droit divin qu'autre chose, hein, mais s'est caché derrière ça et avait des travers. Et en fait, elle a engendré une sous-jacence qu'on va retrouver dans la société progressiste, qui, sur les ambiguïtés de ce qu'il a engendré, essaye de faire la peau, si vous voulez, à ce qui était avant, et à le faire disparaître. Donc en fait, les uns étant les produits dérivés, on peut dire, parallèles des autres, ils étaient tous, comment dire, à la faute. Et donc il faut autre chose que les sociétés traditionnelles dites de droit divin, ou que les sociétés progressistes qui n'ont pas réussi à s'extraire, c'est-à-dire à s'en émanciper par la droiture, mais qui ne sont bien souvent qu'une sous-version. Et ce qui est très curieux, c'est que quand par certains mondialistes, on voit bien qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'acquérir
plus de pouvoir pour pouvoir faire la peau à ce qui les a engendrés. Pourquoi dans Terminator, à un moment donné, on dit oui, les machines, elles vont se retourner contre les hommes, elles vont les tuer. Une machine, elle ne fait que ce pourquoi on l'a programmée, si vous voulez. Donc, ça veut dire que les mondialistes ont une velléité, par les machines, de se donner le pouvoir de faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire normalement, c'est-à-dire d'éliminer sur leurs ambiguïtés ce qui est en amont d'eux, mais qui quelque part les a engendrés. Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie, on voit bien, ça illustre bien la chose, l'histoire de Guy Le Mollet. Le type qui avait été envoyé dans les croisades, qui avait fait du fric, et une fois qu'il revient avec le fric, le roi le tue et il prend le fric. On voit bien que, puisque c'est un symbole de la franc-maçonnerie, en réalité, l'histoire de Guy Le Mollet n'est que la retranscription d'un conflit au père non résolu et qui fait que les gens sont dans la vengeance, au lieu de la maturité, du pardon chrétien et de l'émancipation par la droiture, si vous voulez. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, que de Notre-Dame, il y a eu un incendie pour en faire un complexe consumériste. On voit bien que, oui, parce que c'est vraiment une mafia judéo-franc-maçonne derrière, qui ne s'émancipe pas, effectivement, de ce qu'il a engendré, quelque part. Je fais des raccourcis, hein. Mais qui est obligé, comme un allié, de s'y substituer, si vous voulez, pour faire du fric et se complaire là-dedans. Parce que s'ils avaient réussi à s'émanciper du système religieux catholique d'avant, hein, symbolisé par Notre-Dame, on n'aurait pas besoin de la brûler, ils auraient construit un complexe ailleurs, si vous voulez. Hein. Alors, j'ai parlé de Blanquart d'Assac parce que je trouve que c'est intéressant. Ce qui est intéressant chez Soral, c'est le rapport au sionisme plus avisé que le national-sionisme, puisqu'il est d'inspiration communiste et que les communistes sont plus mesurés à ce niveau-là. Bon, pour moi, Soral est trop turbulent, hein, trop dans le conflit violent, de par ses influences idéologiques. Mais il est bien au-dessus de la plupart des gens qui combattent, si vous voulez. Le problème, c'est que quand il dit qu'il aime bien, par exemple, Elon Musk parce qu'il sait taper entre guillemets, une fille superficielle et qu'il l'a larguée, j'emploie pas de gros mots, on va dire, hein, parce que voilà, on emploie trop souvent les insultes. Et je veux dire, à un moment donné, les gens matures, ils n'ont pas besoin de fricoter avec des filles aux mœurs faciles qui veulent faire du fric en tuant les gens, s'il vous plaît. Et le problème d'Alain Soral, c'est que c'est un peu la retranscription. C'est-à-dire qu'il fricote avec un côté superficiel qui essaie de lui faire la peau, et il se vante dans l'échappée. Mais il n'a qu'à pas fricoter avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Et la différence avec Blanquart d'Assac et Blanquart d'Assac par rapport au judaïsme, c'est que si Alain Soral se retrouve dans les toilettes à s'essuyer les mains sur Finkielkraut, je pense pas qu'on aurait trouvé Blanquart d'Assac dans les mêmes toilettes que Finkielkraut. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, le marxisme, avec le trotskisme et le judéo-trotskisme, il y a pourquoi il se retrouve proche, si vous voulez. Même s'il a raison de combattre et qu'il est très... La manière dont il exprime montre qu'il y a une lucidité chez Soral, pourquoi il passe son temps à fricoter avec ces gens-là? Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que Blanquart d'Assac, lui, a ses ambiguïtés. Alors, il est moins accommodant avec le judaïsme, hein, de type voyoucrate. Hein, il n'y a aucun doute qu'il est beaucoup moins accommodant avec le judaïsme que le Soral, à mon avis. Ou les plus violents, peut-être. Mais il défend effectivement François Fillon, donc le catholicisme soumis, quoi, finalement. C'est peut-être pour survivre. Mais quand on a été Premier ministre sous Sarkozy, à un moment donné, quand on voit le parcours de François Fillon, j'ai rien contre lui, mais c'est pas crédible, quoi, au niveau politique. Et puis il y a cette histoire de vaccin Sputnik 5, V ou 5, je ne sais pas, dont j'ai expliqué que, contrairement à ce que dit Blanquart d'Assac, il y a de grosses suspicions, puisque ce vaccin c'est toujours la communauté juive sioniste qui est derrière, avec un type qui s'appelle Ginsburg ou Gunsberg, non, Ginsburg, ouais, c'est ça, qui est juif sioniste, et avec des scandales aussi de la compagnie qui produit ces vaccins, d'infertilité et de produits qui ont même été refusés en Chine, si vous voulez. Donc c'est pas un vaccin ARN, mais il y a les mêmes problèmes
vouloir vacciner les gens pour les rabaisser à quelque chose qui confine à la soumission, la capacité d'émancipation. C'est-à-dire que, voilà, on avait la démolition contrôlée du World Trade Center, et maintenant, la régression par le culte des technologies induit une démolition contrôlée au niveau génétique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend de telles proportions. Donc je dis que Ploncard-Dassac, Alain Soral, des gens intéressants, qui représentent bien, si vous voulez, les courants de pensée français qui luttent, mais qui sont pris dans leurs ambiguïtés. Et vous voyez, voilà, tout tourne autour du colonialisme et du culte des technologies. Je ne dis pas que tout est mauvais dans les technologies, hein, évidemment, mais je dis que elles ont été acquises bien souvent malhonnêtement, et c'est tellement déséquilibré, si vous voulez, que je pense que ça se retourne contre les gens. Voilà. Bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, tout le monde peut s'en sortir à son niveau en faisant un processus. Hein. Moi, je ne dis pas Cyprien, c'est un mauvais garçon, hein, pas du tout. Hein. Moi, je ne fais qu'observer les mouvances. Si vous voulez. Il y a des gens qui ont accepté le matérialisme, la soumission, qui veulent s'y complaire. Mais, il faut le savoir, on ne doit pas être des touristes de l'existence terrestre. Et pour tout observateur, le système est organisé pour aller vers l'émancipation, si vous voulez, à tous les règnes. Et qu'effectivement, il y a toujours une sanction pour les gens qui ne font pas d'efforts et qui, malgré qu'ils bossent beaucoup mais qui le font dans le mauvais sens, se complaisent dans un pédalage, si vous voulez, matérialiste régressif. Il y a toujours une sanction à ce niveau-là. Il faut se réveiller à un moment donné. Hein. On ne peut pas se complaire éternellement à gâcher les ressources de la Terre pour son petit narcissisme possessif. Il faut se mettre des coups de pied au derrière et changer. Alors mes conseils, c'est effectivement pour la communauté juive de sortir des circoncisions, parce qu'il y a des gens vraiment bien, au niveau très intelligents et capables dans la communauté juive, mais les circoncisions les bloquent, quoi, si vous voulez. Pour les autres, il faut arrêter de se complaire dans le culte des technologies et d'être hypnotisé, si vous voulez, ébahi devant la technologie. Et le problème du sionisme, c'est vraiment ce problème colonialiste pour le culte de la science. Alors vous voyez, hein, le Facebook qui passe de protestants à juifs avec une substitution du réseau d'espionnage de la CIA vers le Mossad. Donc on voit bien la régression, si vous voulez, l'interconnexion entre les catholiques, les protestants et les juifs, mais tout au profit effectivement de l'espionnage juif, donc le bout de tableau matérialiste de la mascarade des gens qui se complaisent dans les technologies. On voit bien l'aspiration de la pensée de Cyprien, c'est un exemple. La captation organisationnelle de la pensée de Cyprien par les applications qui induisent progressivement le siphonnage, si vous voulez, des gens dans la matrice. Alors ça apparaît pas de manière claire, mais petit à petit, c'est comme ça que les tenants des nouvelles technologies amènent au puçage, si vous voulez. Parce que les gens se complaisent dans la société Pinocchio que j'ai dit, hein, des technologies. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas le travail d'émancipation, qu'ils sont dans une régression subtile. Et donc, c'est pas en âme qu'ils sont transformés, même si c'est la même symbolique. Hein, Judas qui sacrifie le Christ pour de l'argent ou pour la possession matérialiste, ils sont transformés en âme symbolique, mais c'est l'humain artificiel. Et il y a des malins qui exploitent ça, effectivement, pour échapper à cette fatalité, eux, et en faire du fric, et faire du fric là-dessus. Le web, c'est une toile d'araignée. Les araignées ne font rien d'autre que de piéger des insectes sur leur toile pour les bouffer. Hein. Alors vous allez me dire, ah oui, et toi tu fais quoi sur YouTube? Moi, je suis conscient de ça. Je pense que je peux aller dans n'importe quel domaine
pour exposer un point de vue et permettre aux gens d'avoir un repère pour se sortir de cette pyramide inversée. Et moi, je peux en rentrer, en sortir, si vous voulez. J'ai un peu le pass, parce que je suis lucide sur ces choses-là. Je dépense pas d'argent, hein. J'ai une caméra là, et puis c'est tout. Hein. J'ai jamais acheté de micro, de trucs. Hein. Vous voyez, mon image est moche. Mes vidéos, je fais du montage sommaire. C'est pas esthétique. Mais moi, je suis personne. À la limite, je suis inspiré ou quoi que c'est même pas. J'ai travaillé, hein, mais moi, je compte pas. Si vous voulez, c'est mon message qui compte. Je suis pas beau, j'ai pas, je suis pas un héros, si vous voulez. J'ai pas un parcours dans ma vie qui fait de moi plus un héros que quoi que ce soit. Je suis monsieur personne. Et ce qui compte, c'est mon message. Comme ça, chacun peut se l'approprier pour devenir son propre héros. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux rajouter? Le national-sionisme, donc le gaucho-mondialiste qui est une sous-version, bon, non, je crois que j'ai bien abordé les choses. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, on a bien vu, hein, le Epstein, c'est-à-dire la captation de tous ces problèmes de pédophilie d'une certaine caste élitiste complaisante dans un entrepreneuriat dévirilisé qui induit en contrepartie de déviance sexuelle immature, si vous voulez, que le Mossad exploite, ou organise, hein, même parfois. Enfin, bon, les gens qui sont normaux ne tombent pas dans ces pièges-là, si vous voulez. Et puis l'histoire de Maxwell, qui a trahi l'Angleterre et qui, par sa fille, a substitué à des logiciels pour les entreprises un logiciel d'espionnage israélien. On voit bien que c'est une mascarade collective qui induit, si vous voulez, une appropriation par l'entité voilucrate israélienne. Donc on voit bien là, tout le problème, hein, de la chose. On voit bien que des types comme Soral qui sont dans le communisme, hein, de gauche, donc, sont plus lucides sur tout ça. Parce que le sionisme, c'est même plus lucide que le national-sionisme, hein, là-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais il y a cette ambiguïté, quoi. Pourquoi il veut s'identifier à Mick Jagger? À un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas... vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être dans lutter contre l'Empire et s'identifier à Mick Jagger. Je veux dire, c'est un... Alors après, moi, la question que je me pose actuellement, c'est je me pose la question, je regarde Mussolini, Hitler, en fait, c'est un peu comme, c'est très curieux, c'est vous prenez Napoléon, vous prenez Hitler, ils ont participé, si vous voulez, à aggraver le problème. Ils ont été un tremplin qui a accéléré le problème. Donc je me demande si ce type de profil c'est pas pour accélérer les choses. C'est ça, moi, que je me dis, est-ce que c'était des gens qui luttaient vraiment contre le problème et qui ont fait des erreurs, ou est-ce que ce ne sont pas des gens qui voulaient faire sauter le verrou, quoi. Alors, je peux peut-être me tromper, hein, mais je me suis posé ces questions parce qu'ils viennent de régions qui étaient mal considérées par le nationalisme, donc ils ont eu une surmotivation à être plus nationaliste que les nationalistes. Et je me demande, moi j'écoute les discours de Mussolini qui ne me plaisent pas, je les trouve pas intéressants. Je dis pas que le fascisme est pas bien, hein. Le fascisme a brûlé la dette quand même. Hein. Hitler a capturé des Rothschild et demandé des rançons. Là c'est l'inverse qui se passe. Hein. C'est la dette qui brûle les gens et c'est les Rothschild qui prennent les gens en otage quelque part. Hein. Mais bon, c'est parce que je dis pas, moi en fait si vous voulez, les gens n'avancent. Ce type de personnes n'avance que parce que la société leur laisse le loisir de le faire sur le laxisme. Mais je me pose quand même des questions. Pourquoi ces gens ont été des galvanisateurs de la violence comme ça, à un moment donné? Est-ce qu'ils ont... Enfin, Napoléon, il a ravagé l'Europe. Et quand il a perdu, ça a été beaucoup plus facile pour l'Angleterre de substituer économiquement aux anciennes économies. Et Hitler et Mussolini, c'est pareil, quoi. Alors on peut dire c'est des erreurs ou est-ce que c'est fait exprès? Bon, après c'est un travail sur l'inconscient. Je ne peux pas dire de bêtises, hein, c'est des questions. Parce que les fascistes et les nazis étaient aussi des colons.
Hein, ils étaient aussi dans le culte de la science. Ils étaient en amont. Ce qui fait que comme toutes les gens qui sont en amont, mais qui ne sont pas vertueux, ils se font faire les poches, si vous voulez, par une sous-version. C'est pour ça que, finalement, le nazisme et le fascisme, par leur production technologique, ont été, si vous voulez, les productions nazies ont été réappropriées par la sous-jacence et lui ont donné du poids, si vous voulez. C'est vraiment un problème, le colonialisme. En fait, chacun chez soi, ça serait beaucoup mieux. On peut avoir des échanges culturels, mais pas de tels chamboulements. Là, on est vraiment... Ce que j'expliquais avec l'ère du nucléaire. Vous savez, le nucléaire, c'est une molécule ciblée par une coalition d'autres molécules qui la font exploser pour donner, qui fracture pour donner une énergie gigantesque mais éphémère. On est vraiment aujourd'hui dans le syndrome de la fracturation des nations pour jouir dans un consumérisme qui pollue et qui est éphémère. Et effectivement, l'antimatière qui est développée est l'étape suivante dans le délire d'autodestruction de l'humain. Après, hein, si on travaille sur les sujets, effectivement, les aéronefs à antigravité sont probablement déjà aboutis aux États-Unis et en Russie. Hein, c'est possible. Hein. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais eu d'extraterrestres qui sont rentrés en contact avec les humains. C'est juste que ceux qui travaillaient sur ces technologies secrètes et qui sont toujours liés au cinéma en grande partie, hein, le complexe militaro-industriel est très implanté dans le milieu du cinéma, ils se sont toujours servis du mythe des extraterrestres pour couvrir, si vous voulez, leurs expérimentations. Et le problème, c'est que si les gens n'ont pas fait d'efforts d'émancipation spirituelle et morale, et qu'ils ont acquis des technologies de plus en plus puissantes, c'est très très problématique. Alors évidemment, il y a des gens qui ont déjà réussi, si vous voulez, à se sortir de tout ça. Donc déjà, hein, l'humanité sera gagnante, de toute façon, puisque beaucoup d'êtres humains ont déjà réussi à s'extraire, si vous voulez, de cette réalité de la bourre matérialiste. Donc l'humanité a déjà gagné. Collectivement, ça c'est une autre affaire. Il faudrait une prise de conscience collective et une volonté de rééquilibrage. À défaut de volonté collective, il y a toujours le travail individuel. Bon, ben voilà hein, pour la vidéo du jour. J'espère qu'il y aura des questions, et puis j'y répondrai dans la mesure de ce que je peux faire. Quoi. Voilà, à la prochaine fois.